Donc, nous vous proposons de reprendre nos travaux avec, sur ce premier début d'après-midi, un ensemble de regards croisés. Et je vais laisser tout de suite la parole à nos modérateurs et puis après nos intervenants. Donc bonjour à tous. Du coup, nous allons reprendre pour les regards croisés, se former ensemble pour mieux travailler ensemble, l'engagement des CESU. Et nous allons avoir 4 présentations cet après-midi sur 1 heure de temps. Donc soit 10 minutes de présentation par équipe avec 5 minutes de discussion puisque les thèmes sont différents. Donc il nous paraît important de pouvoir échanger après chaque présentation. La première équipe, donc le réseau périnatal des Deux Savoies, ils vont se présenter par eux-mêmes, qui vont nous présenter leur réflexion autour de l'accouchement et du nouveau-né. Bonjour et merci à tous de votre invitation. Catherine, tu peux faire clic. Alors, on avait préparé notre topo avant d'avoir entendu toutes les présentations de la matinée. Et tu peux refaire clic, Catherine, merci. Et comme toute présentation sérieuse nécessite une définition précise de son sujet, je vais reprendre et je vais vous faire les définitions, l'interprofessionnalité. Mathieu ? Oui, Noric ? Mathieu ? Tu vas les endormir là, on vient de manger. Oui, mais c'est ma diapo, donc je finis, oui, je m'excuse. Mathieu, l'interprofessionnalité... Thierry ne nous a pas fait venir pour ça, il ne veut pas qu'on reprenne les définitions, ils ont déjà entendu ce matin les définitions, tu sais. Oui, mais on va dire quoi? Ils ont l'air super sérieux, là, ils sont tous là. On va leur dire ce qu'on fait. Lorsque l'équipe fonctionne bien, lorsque l'équipe fonctionne un petit peu moins bien, ce que l'on risque en général. Tu sais, dans la vraie vie, on travaille de façon interprofessionnelle. Les gens ici, ils veulent des exemples concrets de ce qu'on fait, tu comprends? Ouais, enfin, ok. Ouais. Donc, en fait, nous, on va leur expliquer ce que l'on fait pour observer et susciter des interactions interprofessionnelles. Dans l'équipe? Dans l'équipe. Ah, ok, d'accord. Oui, parce que la salle de naissance, il ne faut pas oublier que notre environnement, c'est quand même très interprofessionnel. Et puis, ce n'est pas gagné d'emblée. D'ailleurs, quand on fait le tour de table en début de session, les médecins ils disent « Oh non, mais nous, on vient juste les derniers recos, quoi, pour voir si c'est toujours bon, quoi. » L'aide-soignante ou l'auxiliaire de périculture, elle va nous dire « Je ne sais pas, moi, j'aimerais bien aider, mais je ne sais pas trop où est mes places. » Voilà. Et puis, vraiment, on les sent, ces cultures différentes. Obstétricales, anesthésistes, il y a les néonatologues également. Bon, alors, finalement, c'est vraiment très interprofessionnel, du coup. Mais c'est aussi un haut lieu de crise. Tout à fait. Alors, vous avez compris, on n'est pas des urgentistes, nous. Mais les enjeux sont un peu les mêmes. On est un réseau de périnatalité, c'est-à-dire une organisation d'appui pour toutes les maternités et les professionnels de la naissance. Et dans ce domaine-là, on est sollicité pour 2 situations d'urgence. C'est les bébés qui ne démarrent pas à la naissance et les mamans qui saignent ou qui convulsent dans les salles de travail. Et pour ça, ces situations qui sont des situations de crise où la communication joue vraiment à fond, on a construit 2 programmes de simulation en interprofessionnalité et in situ dans les maternités de nos 2 départements. Alors, OK, il y a des options pédagogiques pour ça, de nos programmes. D'abord, on va s'entraîner ensemble. Bon, ça semble évident. On va essayer d'avoir tous les mêmes partitions, mais de travailler bien sur les rôles, parce que voilà, on n'a pas tous la même voix non plus dans le cœur. Et puis surtout, le truc important, c'est que nous, on ne cherche pas du tout à faire les champions du monde, vous allez voir. Mais ce qu'on voudrait, c'est que partout, dans toutes nos maternités, tous les jours, même en conditions dégradées, les trucs, avec les remplaçants, tout ça, les trucs de base, au moins les trucs de base, ce soit super bien fait. Ouais. Vous êtes d'accord? Ouais. Allez. Nous, par exemple, en réanimation du nouveau-né en salle de naissance, la validation de l'efficacité de la ventilation, du soulèvement thoracique, c'est ça? Du soulèvement thoracique, pardon, par l'auxiliaire de périculture, ou la validation du temps de ventilation efficace sont bien des exemples formalisés
de coopération interprofessionnelle. Dans cette situation, on habitue les professionnels à travailler à voix haute, et on donne plus de chances à un déroulement correct de notre algorithme, qui est notre référentiel de base. Donc dans nos scénarios, on a bien des objectifs définis de coopération entre les métiers, et ces objectifs-là, on va absolument les observer et pouvoir absolument les valider. Alors au début du programme, on avait des objectifs qui visaient l'interpro, mais petit à petit, des avancées du programme, on a fait un focus sur les facteurs humains et sur les éléments du CRM. Et si je vous donnais quelques éléments qui concernent le programme obstétrical, sur les questions, sur la première question qui est, dans une salle de naissance, on va avoir les anesthésistes qui s'occupent de la maman, de la tête au nombril, en gros, et ensuite l'équipe d'obstétrique qui s'occupe du bas. Et des fois, on se rend vraiment compte qu'ils ne sont pas dans le même film. Il y en a, ils sont dans Blanche-Neige et les 7 nains, tout va bien, et les autres, ils sont dans le Titanic. On va s'attacher vraiment à faire se recoller les deux morceaux de la maman, c'est-à-dire à leur permettre de partager une vision commune de la situation. Ensuite, les stratégies actives d'anticipation, on va demander et on va essayer de faire en sorte que les leaders sortent de les injonctions en rafale de mitraillette, on fait ci, on fait ci, on fait ça, pour plutôt annoncer leurs objectifs, annoncer les bornes où on va devoir changer de cap, et ce qui est extrêmement facilitant pour les équipes, on va avoir des phrases qui devront tout doucement ressembler à « si le saignement persiste, dans 15 minutes, alors on fera ci, on fera ça, on commandera du sang, on préviendra le bloc ». Et ça, pour ceux qui courent à réaliser les choses, c'est vraiment important et facilitant. Enfin, il faut qu'on soit tous capables, dans ces situations d'interpro, de corriger les divergences de prise en charge. C'est-à-dire que quand on a un gynéco et un anesthésiste qui dit des choses trop contradictoires, il faut qu'on soit capable de leur dire « Attendez, là vous avez dit un truc, c'est pas ensemble, mettez-vous d'accord et vous nous redites. » Ok ? Alors, avec ce que vous ont dit mes collègues, là, vous voyez que juste rien que de se mettre en situation tous ensemble, pour les participants, ça va déjà aider à s'entraîner et à devenir une équipe coordonnée. Mais en fait, on a aussi d'autres outils. On a remarqué, par exemple, on n'avait pas du tout fait exprès, que nous, on a des gros badges avec marqué le prénom en gros comme ça, et puis le métier. Et dans une grosse équipe où ils travaillent, il y a beaucoup de gens qui ne se connaissent pas, ils nous ont dit que pour eux, c'était une révélation. Parce que tout d'un coup, ils s'interpellent par leur prénom et ils savent à qui ils s'adressent. Et déjà, c'est quand même pas très compliqué, mais ils ont dit que ça améliorait le fonctionnement de l'équipe. Et nous, pour travailler la communication, on a aussi travaillé avec des consignes spéciales. Par exemple, on a bandé les yeux du leader et il doit continuer sa prise en charge. C'est un super exercice parce que ça permet à l'équipe de travailler de façon explicite. Parce que de toute façon, chacun sait que le côté implicite, ça n'a jamais bien fonctionné, que ce soit à la maison ou au niveau professionnel. On reviendra un petit peu plus tard sur les outils de pilotage et les aides cognitives. Mais il y a un lien fort entre les compétences non techniques individuelles, les facteurs humains et le travail interprofessionnel. Nous avons choisi quelques-unes de ces compétences comme objectifs réels et formalisés pédagogiques, et nous les utilisons assez souvent durant les débriefings. Alors, ce qui tombe bien, c'est que ces objectifs, en fait, on les a évalués. Et c'est ça que je vais vous montrer maintenant. Alors, pour évaluer ces objectifs, nous, on utilise un outil de mesure qui est le thermomètre de la confiance. En gros, c'est le sentiment d'efficacité personnelle. C'est quelque chose qui est à la fois, un sentiment qui est à la fois un déterminant de comment on va agir un professionnel en situation de crise et qui est aussi prédictif de comment on va agir. Donc, avec ce thermomètre-là, on va regarder un peu ce que ça donne. Ah merde, ça a changé, oui, voilà. Alors, le collègue de ce matin, ils nous ont montré là ce que la Haute Autorité de Santé disait, qu'il fallait passer d'une équipe experte, non, pardon, excusez-moi, d'une équipe d'experts à une équipe experte. Alors, en tout cas, il y a un truc qui est sûr, c'est que chez nous, je ne sais pas comment c'est chez vous, mais alors chez nous, ils ne se sentent pas tous tout à fait experts au début. Vous voyez la répartition là en pré-test.
Là, les professions, ils ont tous des petits symboles différents là. Et ben, vous repérez très bien là une petite croix là qui est l'anesthésiste réanimateur avec qui, franchement, vous stressez quand vous êtes de garde. Et puis en haut, le petit carré, c'est peut-être bien la sage-femme avec qui c'est tellement sympa de se retrouver parce que vraiment, elle nous calme, ça marche tellement bien. Bon. Alors, ce qu'on voit en post-test, c'est que, bien sûr, le niveau général a augmenté, c'est significatif, tout ça, mais surtout, c'est que, enfin, c'est un petit peu homogène, on a tous assez confiance dans ce qu'on doit faire, on peut compter les uns sur les autres, on est devenu une vraie équipe. Alors voici comment varient les compétences de leadership en tant l'auto-évaluation de ces compétences-là. Et on voit que si tout le monde progresse, on n'aurait jamais parié que les gynécologues obstétriciens, qui sont pourtant dans leur salle de naissance, ont si peu confiance dans leur capacité de leader au début. Mais enfin, bon, tout le monde progresse sur ces points-là. On va reparler des gynécos. L'interprofessionnalité interroge souvent les professions et leur représentation sociale vis-à-vis d'elles-mêmes. Et encore une fois, les gynécos, les pauvres, sortir le mode d'emploi, des fois, ils peuvent se dire, mais est-ce qu'on va encore me prendre pour un docteur? Est-ce qu'on va encore me respecter ou pas? Ah, c'est la loose. Hein. Un petit peu. Ouais. Puis, sortir le mode d'emploi, ouais. C'est la loose quand même. Hein. C'est clair. Et... Attends, parce que j'ai oublié un peu des trucs. Ouais. Et pourtant, pour jouer la même partition, ça serait bien déjà d'avoir tous la même, et aussi de l'avoir sous les yeux. Pas enfouie au fond de la mémoire, ça c'est certain, ni au fond de la poche. Ouais. Voilà. Et ça traduit bien... attends, pardon, excuse-moi. Ouais, bah non. Alors nous, on avait appelé ça compétence lynx. Il paraît que ça s'appelle assertivité. Mais c'est comme ça qu'on a appelé la capacité de chaque professionnel à détecter des anomalies et à oser alerter depuis sa place. Et si, lors du débriefing, on met les bonnes lunettes, les lunettes facteurs humains qui nous permettent d'analyser ce qui s'est vraiment passé au niveau du fonctionnement d'équipe, à ce moment-là, on verra bien que là, c'est Josette, l'aide-soignante, qui a permis à Bernard, le pédiatre, de sortir de son tunnel cognitif. Et on voit bien ici la progression qui est une appropriation de chacun à s'approprier la sécurité et la capacité à intervenir. Alors la question c'était, on était invités pour parler de se former ensemble, pour mieux travailler ensemble. Alors est-ce que ça marche? Nous finalement on pense que oui ça marche et on essaye de le partager avec vous en fait. Alors il y a quand même des conditions. Hein. D'abord il faut avoir les bonnes personnes en session. Hein. Si les établissements ils disent je vous mets pas l'auxiliaire parce qu'on va quand même pas payer une formation de simulation super chère et vous mettre des auxiliaires, ça va pas le faire. Et puis, c'est pareil aussi, quand il y a des médecins, les médecins ne veulent pas venir, ça ne le fait pas du tout, hein, surtout en obstétrique. Voilà. Il faut aussi que les formateurs soient pluriprofessionnels. Mais pluriprofessionnels, ça veut dire que tout le monde, on est tous là en tant que formateurs. Donc, ce n'est pas l'infirmier qui s'occupe des câbles et le docteur qui débriefe. Hein. L'infirmier, le sage-femme va être amené à débriefer l'ensemble de l'équipe, y compris les docteurs. Et pour ça, il faut le penser dans un mode de pensée un peu particulier et dès la conception. Alors, on a partagé ça avec vous, c'est la dernière diapo. Il faut aussi, ce qu'on pense peut-être aussi, c'est que ça permet à une équipe, à des professionnels, un peu d'aller toucher du doigt le modèle de sécurité qui serait optimal pour nos salles de naissance et pour pas mal de situations en médecine, et qui finalement... ce modèle vers lequel on devrait tendre, il repose essentiellement sur l'intelligence collective, l'intelligence du groupe. Et on vous remercie très fort. Merci pour votre présentation et le respect du timing. Alors, des questions dans la salle ? Oh. Ah, je me disais aussi. Oui, monsieur Paulès. Vous citez à la fin le modèle HRO, un modèle qui est bien connu en aviation, qui est bien connu dans le nucléaire, mais ils ont des procédures où, dans le nucléaire, le technicien qui est dans la salle ne peut pas réinventer les 40 décennies de réflexion des ingénieurs pour résoudre la panne. Donc il a un manuel de 7432 pages, et il sait que quand tel voyant s'allume, il ouvre à la page 3002 et il a la solution.
nous, on a des patients qui sont tous différents et des problèmes qui sont tous différents. Alors comment on a une culture achéro dans un environnement où il faut qu'on invente ensemble la solution? Oui, je crois que j'ai compris la question. Alors, en fait, il y a plusieurs modèles de sécurité. Et moi, comme toi, je suis complètement énervée quand on nous balance tout le temps l'aéronautique en médecine. Et j'ai mis un certain temps à comprendre pourquoi ça m'énervait autant, ces trucs. Parce que c'était vrai ce qu'ils nous disaient. C'était tout à fait vrai. Et en fait, moi, ce qui m'a vraiment fait comprendre les choses, c'est quand j'ai lu le livre d'Amalberti, qui s'appelle « Piloter la sécurité ensemble » ou « Piloter ensemble la sécurité », un truc comme ça, que je ne saurais, qu'on ne saurait que trop vous recommander, parce que c'est super facile à lire, et qui explique qu'en fait, il y a des modèles de sécurité qui sont tout à fait différents. Alors, il y a le modèle artisanal, c'est voilà, où on fait, l'artisan, il est choisi par rapport à ses particularités. Et les chirurgiens, des fois, ils ont un peu tendance à travailler en tant qu'artisan. Les patients, ils viennent me voir parce que c'est moi, pas parce que c'est telle équipe, tel hôpital. Et parce que moi, je n'opère pas tout à fait la même chose que mon copain. Et d'ailleurs, je demande une boîte d'instruments qui est vachement différente. Et tout ça, ça génère énormément d'insécurité. Et puis, il y a le modèle ultra haute sécurité. Et c'est celui-là dont tu parlais, celui des centrales nucléaires, celui de l'aviation. Et là, les personnes n'ont strictement aucune importance dans ce modèle, parce qu'ils sont interchangeables. Tu vas pas prendre un billet d'avion sur Air France parce que c'est tel pilote. Tu prends parce que la compagnie, elle est correctement réputée, mais tu choisis pas la personne. Alors qu'en médecine, on aime bien quand même des fois choisir. Voilà. Et en fait, le modèle Achéro, c'est ni l'un ni l'autre. C'est un modèle intermédiaire. Ça s'appelle High Reliability Organization, et c'est un modèle qui est intermédiaire, dans lequel à la fois on a des procédures, mais aussi on ne peut pas éviter le risque. Parce que les avions, par exemple, quand le volcan il crache de la poussière, eh ben, tout simplement il reste au sol, il ne décolle pas. Et nous, on ne peut pas dire à la dame, non madame, allez, vous accoucherez dans 3 jours, parce que là, aujourd'hui, l'équipe, elle n'est pas bien solide. Voilà. Donc, on ne peut pas faire du no-go, nous. On ne peut pas. Voilà. Donc, ce modèle, il a à la fois des procédures, mais à la fois, pour avancer dans ce modèle-là, il faut travailler sur les rôles, sur chacun depuis sa place, qu'est-ce qu'on peut faire pour réinventer. Donc là, la question, elle est super bonne. C'est juste que ce n'est pas tout à fait le bon modèle. Et Achéro, c'est vraiment ce modèle qui décrit le mieux la plupart des situations en médecine. Et chaque modèle a un taux d'événements indésirables, ou on va dire de catastrophes ou d'erreurs, qui est quand même très très différent. C'est très élevé dans le modèle artisanal. Ça l'est presque, enfin, c'est très faible dans le modèle ultra haute sécurité des centrales nucléaires. Et nous, on est dans quelque chose d'intermédiaire. Mais dans chaque modèle, on peut au moins s'améliorer d'un facteur 10 si on travaille comme il faut, avec nos propres ressources de notre modèle. Et notre modèle à nous, c'est l'intelligence collective. Des procédures, mais aussi compter les uns sur les autres. On va maintenant laisser la parole à FX Core, qui va nous parler du milieu périlleux, où il y a là aussi sûrement beaucoup d'imprévus. Bonjour, merci de m'avoir sollicité, et merci à Thierry de m'avoir sollicité surtout pour venir vous rencontrer, pour vous parler de quelque chose qui, en le travaillant, m'a interpellé finalement. Je ne savais pas si c'était quelque chose qui avait tout à fait sa place, notamment dans l'interprofessionnalité. On parle beaucoup des professions de santé, et dans le thème que je vais aborder, finalement, il n'y a qu'un seul professionnel de santé. Donc on va essayer de voir ensemble ces choses-là. Juste un petit coucou à Thierry, parce qu'on a commencé ensemble au SAMU 38, on a vécu ensemble nos premières aventures de secours dans ces superbes massifs qui bordent l'Isère, et particulièrement le Vercors, que tu as connu en premier à l'Anvers, et que j'ai connu récemment à l'Anvers, toujours le même Vercors. Voilà. Donc, on va commencer cette promenade. Alors, je ne sais pas si j'appuie sur le bon bouton. Comme le docteur Paulès, j'ai fait un petit tour de la littérature. Il fallait savoir un peu les états des savoirs. Interprofessional Collaboration, c'est presque un marronnier. Hein. C'est à peu près 1000 publications par an actuellement. C'est assez important. Si on regarde maintenant Mountain Rescue, on est quand même sur un produit de niche dans le domaine du soin, avec 700 publications sorties. On est à peu près à 75 publications par an, qui sont surtout des case reports, éventuellement des petites séries. Il y a même, j'ai trouvé quelques recommandations, mais qui ont un niveau de preuve
recommandations d'experts, d'ailleurs avec une sélection d'experts qui est proche de l'endogamie. Et alors, quand on va extrapoler carrément à comment on travaille en équipe et comment on fait du secours en montagne, si vous allez dans PubMed, il n'y a aucune référence. Donc en fait, on peut se poser la question si c'est bien le sujet aujourd'hui de vous accompagner dans ce concept d'interprofessionnalité et le secours en montagne. Donc je ne reviens pas sur les définitions, j'ai entendu, c'était ce matin. J'ai travaillé, moi, avec ce domaine, cette proposition, et je vous propose, parce que je crois qu'il y a des gens qui ne viennent pas que de la Savoie, de la Haute-Savoie, voire de l'Isère, il y a des gens qui viennent du Grand Nord, des Hauts-de-France peut-être. Donc je vous propose juste une option découverte, rapide, qui vous permettra de voir certaines étapes du travail, certains acteurs, j'entends en termes d'acteurs, des professionnels experts, et puis peut-être des démarches qui relèvent de l'interprofessionnalité. Alors on voit la victime, elle est au milieu là, du gros plan, mais j'ai... Donc vous avez vu, c'est une grosse avalanche sur une plaque avant, hein. C'était la semaine dernière. Hein. Donc c'est une vidéo que j'ai mixée extrêmement rapidement pour les grandes étapes du travail. On repère pour les montagnards quand même que le milieu n'était pas top sécurisé. On avait des contraintes d'extraction du patient. Voilà, c'est le job courant en équipe de secours en montagne, médicalisé. Là, le médecin n'était pas très actif parce que la lésion était de faible importance. Donc vous avez découvert cette équipe d'experts, des acteurs experts, hein, j'insiste bien acteurs au sens de l'expertise, d'une compétence indispensable à la réalisation de la mission. Après, est-ce qu'il faut parler d'interprofessionnalité performante ? Vous avez dans le groupe, vous les voyez sur votre gauche, avec des casques bleus, des professionnels, des techniciens de la haute montagne, hein, qui sont gendarmes ou qui sont CRS, c'est des policiers ou des militaires, hein, il faut être clair, avec une formation extrêmement acculturante, comme le docteur d'ailleurs, très hiérarchisés, qui sont des super bons pour la sécurité, la progression dans le milieu. Vous avez, avec des casques orange, un binôme très très intéressant et qui, lui, va travailler avec une démarche HRO, un pilote et un mécanicien opérateur de bord qui sont en charge de l'accessibilité aérienne et de la sécurité de cette accessibilité aérienne. Ils sont constamment dans une démarche d'action et de réflexion prospective pour pouvoir mener à bien en toute sécurité la mission. Pour vous dire, dans l'interprofessionnalité, quelquefois, ils coupent la communication avec le restant de l'équipe pour pouvoir rester concentrés sur le pilotage en altitude ou les missions qu'ils doivent mener. Au milieu de tout ça, vous avez un médecin. Voilà, un médecin, donc son expertise, c'est d'être urgentiste. Hein. On lui demande d'être un petit peu entraîné physiquement pour ne pas être un poids mort. On lui demande d'avoir quelques compétences techniques, mais grosso modo, c'est surtout ses compétences de médecin. On lui demande d'être un petit peu presque... Alors, je ne veux pas vexer mes collègues avec qui je travaille tous les jours. On lui demande d'être à la fois médecin, ambulancier presque, infirmier tous les jours, en fait, faire tout à la fois. Donc, c'est un petit peu singulier. Il y a quelques années, on voyait bien que c'était très sympathique, mais on n'était pas sûr qu'on était très performant. Avec les collègues de Grenoble, et notamment le docteur Paul Debax, on a voulu monter une formation à la performance d'équipe. On s'est inspiré du modèle qui est publié par Rona Flynn en 2004. Et on est parti d'un postulat pour pas perdre notre temps dans la formation, que finalement, tout ce qui était le caractère individuel,
comme c'était de la formation continue, c'était acquis, on avait affaire à des experts, ils avaient tous leur savoir, ils étaient tous motivés, leur personnalité n'était pas du tout encombrante pour le groupe, etc. Et on estimait surtout qu'ils avaient acquis et validé leurs compétences techniques. Par contre, on a gardé pour les individus un angle d'approche sur les compétences non techniques qui sont fondamentales. Alors parce qu'il y a du facteur humain, mais aussi c'est une porte d'entrée dans les compétences du groupe. Et puis on a travaillé des scénarios qui permettaient, surtout dans notre grille d'analyse, de travailler sur la coopération, la coordination, le leadership, la communication. Finalement, je reviens à ce qui vous a été dit précédemment. Notre job, la construction de notre débriefing, c'était d'amener nos acteurs, nos apprenants, à développer eux-mêmes, à comprendre comment ils fonctionnaient pour développer une complicité opérationnelle, c'est-à-dire la connaissance du fonctionnement des membres de l'équipe dans le cadre d'une stratégie bien définie et collective, des actions concertées qui touchent énormément la communication, une communication efficace pour avoir une bonne coordination et encore une fois une synergie dans les actions. Et puis cette fameuse intelligence collective qui était définie comme un processus permettant à un groupe d'appréhender l'ensemble des dimensions qui sont un problème qui est souvent très complexe dans un temps et un espace clairement définis. Donc on avait un premier scénario, je vais passer rapidement sur les scénarios, je ne pense pas que c'est ce qui vous intéresse, c'est des scénarios de simulation. Là, on avait un scénario principalement avec l'équipe terrestre, mais on avait toujours l'équipe aéro qui était en supervision derrière, qui venait voir et qui participait au débriefing. Donc là, c'est un patient qui présente une lésion susceptible de générer un choc hypovolémique sur un trauma de bassin. C'était un parapentiste avec une décélération verticale. Et donc, on était bien sur des points de repérage de l'identification collective des dimensions de la situation, y compris quand elle est complexe, que le patient a un baudrier, qu'il est enchevêtré dans son parapente. On pouvait rajouter des éléments de complication en glissant des informations, notamment par radio, avec la pression qui était liée au chronomètre qui tourne, la météo qui se dégradait. Le partage, la synchronisation donc, de l'objectif, on l'a vu dans une des salles d'atelier. La répartition et la coordination des actions à 3, puisqu'ils sont 3 pour s'occuper de ce patient, donc ce qui oblige à prendre des décisions quelquefois radicales par rapport à l'apprentissage initial. Les gendarmes et les CRS sont des secouristes, ils apprennent le PSE2, donc le transférer à travailler sur un patient qui a peut-être une lésion du rachis à 2 plus un médecin, c'est pas tout à fait pareil. Et donc il y a toute cette résolution de problèmes d'interaction sur la sécurisation du patient, sur l'installation de certaines choses, la ceinture pelvienne, etc., qui devait se prendre à 3 et véritablement avec un leadership collaboratif. Étonnamment, ce qui était un des points les plus marquants, c'est finalement ce leadership de personnes qui ont des personnalités très très fortes. Quand vous partez en mission de secours, il y a une espèce d'ego surdimensionné de chacun, j'en fais certainement partie, et là il y a une grosse participation. Je vais passer rapidement sur d'autres thèmes, pour ne pas effrayer la montre. Donc ça, c'était une vidéo qu'on leur montrait en intro, qui était un secours réel. Venez faire du VTT dans le Vercors, c'est génial. Donc là, on se retrouvait sur un scénario de gestion d'une neuroagression avec un ComaScore, la composante motrice M4, et avec une probable hypertension intracrânienne à gérer à 3 et avec une dotation de secours en montagne, sans possibilité de renfort rapide de l'hélico pour octroyer du matériel complémentaire. Donc il faut faire des choix, il faut être très radical. Encore une fois, on travaille vraiment sur la performance d'équipe. Je vais passer très vite. Un scénario d'avalanche. Or, c'est rare, 50 morts par an. On se retrouve avec une équipe de 3. En fait, on a eu un renfort là, sur cette mission. Et donc, l'évacuation d'une victime avec vraiment là un travail collaboratif
autour d'un patient qui est monitoré, etc. Donc, le scénario d'avalanche, c'est assez intéressant, c'est quelque chose qui est vraiment assez révélateur pour le travail. Chacun y met beaucoup de passion, donc il y a beaucoup de facteurs humains et c'est très très intéressant de prendre des décisions là-dedans. Donc je vais avancer pour finir rapidement sur les résultats. Les résultats, j'ai commencé à les dévoiler. On a un partage culturel finalement qui est assez important et qui nous a surpris, qui était au-delà de nos espérances. Au sein de l'équipe terrestre et même surtout de l'équipe aéronautique qui nous a vu travailler. Donc c'était vraiment très, très, très positif. D'emblée, il y a eu des choix qui ont été faits dans les simulations qui ont amené par la suite des réflexions sur des mesures correctives pour renforcer les actions synergiques, comment travailler à trois, comment être plus dynamique dans le système finalement, avec des compétences individuelles qui deviennent des compétences élargies sans pour autant avoir des glissements de tâches. Et puis, vers ce développement de l'intelligence collective qui est indispensable, mais qui n'est pas si évident sans travail préalable. Alors, malheureusement, il y a quelques freins, des freins institutionnels, parce que c'est une formation qui est très lourde, qui est une formation pour des agents qui sont issus de professions totalement différentes, et donc qui sont il faut le dire, les chefs c'est très hiérarchisé, c'est très compliqué de dire on va faire du travail transversal quand on est sur des systèmes qui sont très verticaux. Des freins structurels, bien sûr, c'est des formations qui prennent du temps. Puis bon, on a eu la pandémie qui nous a un petit peu dilué la démarche, donc on espère bien pouvoir la reprendre très rapidement. Donc aujourd'hui, cette formation qui a été, on espère la redémarrer, mais elle n'est plus actuelle, et pourtant elle est toujours réclamée par les acteurs. Les acteurs, c'était hier, j'étais de permanence, donc c'est pas tellement... vous les avez tous. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci François-Xavier pour cette présentation. Donc dans un milieu très particulier où effectivement il y a probablement un intérêt à ce leadership partagé, collectif, tellement les priorités vont changer au cours de la prise en charge. On va avoir un tout petit peu de temps pour une question courte. Une question ? J'en ai une, mais qui n'a rien à voir. Où est le chien ? Alors, Pierre, je m'attendais à ce type de question, et peut-être pas de ta part, mais c'est intéressant parce que l'apprentissage du chien, moi je ne suis pas très fan de chien, du côté chat, toi, en intervention, et pourtant je mets la main, et le chien est assez tolérant. En fait, il y a un gros apprentissage, mais c'est un apprentissage qui n'a rien de collaboratif, j'ai l'impression. Donc, c'est étonnant, il est pourtant très performant. Donc, On va passer la parole à l'équipe de Strasbourg, avec qui on va voir comment travailler ensemble, comment se former ensemble pour mieux travailler ensemble dans un centre de régulation. Donc, nous accueillons Dr Weiss et Isabelle Borassia, donc du CESU. Avant tout, on voulait remercier le docteur Corr parce qu'on est un peu stressés toutes les deux, mais on préfère être là qu'être élitreillé ou à vélo dans le Vercors. Merci. Ah. Voilà, donc nous allons vous présenter la mise en place de la permanence de soins dentaires au SAMU de Strasbourg. Donc tout d'abord, quelques éléments de contexte qui nous a amenés à cette mise en place. Donc il faut savoir que durant la première période de confinement Covid, de mars à mai 2020, dans de nombreuses régions, l'orientation des patients vers le chirurgien dentiste de garde a été assurée tous les jours par des chirurgiens dentistes en lien avec les conseils de l'ordre. Cette expérience de régulation a permis une prise en charge efficiente des demandes de soins dentaires urgents en adaptant les réponses aux besoins. Fort de cette expérience et dans le cadre de la reprise progressive des activités, le Conseil de l'ordre des chirurgiens dentistes a maintenu cette régulation sur des fonds propres, puis a demandé un soutien à l'ARS pour assurer son maintien, afin d'en évaluer sa plus-value et sa pertinence dans une période de non-confinement. Alors, de façon concrète,
à Strasbourg. Depuis le 20 mars 2020, il y a eu une mise en service d'une permanence quotidienne de soins d'urgence dentaire sur une plateforme téléphonique avec un numéro dédié. La gestion de la permanence quotidienne des soins et la distribution des EPI dans les cabinets de garde étaient confiées donc par mission aux ordres départementaux. Les régulateurs étaient recrutés sur la base du volontariat et ils avaient en charge la priorisation des situations d'urgence et de la gestion des flux de patients en fonction des mesures de protection sanitaire et de la quantité d'EPI alloués par l'État. Parallèlement, ils avaient une interface d'attribution des rendez-vous de garde et qui était consultable par les effecteurs de terrain. Et puis ensuite, après le confinement, comme je l'ai déjà dit, le Conseil de l'Ordre a maintenu ce système de régulation uniquement cette fois-ci pour les dimanches et jours fériés sur la base du volontariat. Alors comment on en est arrivé là? Eh bien, c'est parti du constat que finalement la permanence des soins dentaires était victime de son manque de régulation. En effet, l'absence de régulation induisait réellement un déséquilibre d'activité entre les secteurs de garde dans les départements, avec des cabinets qui étaient en suractivité pendant les périodes de garde et d'autres en sous-activité. Les délais de prise en charge étaient donc inégaux, ne permettant pas toujours de répondre aux patients sans engendrer de perte de chance dans leur traitement. De plus, l'attente, les déplacements, le mal aux dents des patients entraînaient une augmentation du stress, parfois de l'agressivité. Et il avait été remonté assez fréquemment des incidents dans les cabinets avec des problématiques d'insécurité, notamment pour les chirurgiens dentistes femmes. Autre élément, la réponse n'était pas toujours adaptée dans les cabinets dentaires, puisqu'au final, on retrouvait dans ces cabinets des patients qui n'auraient nécessité qu'un simple conseil. Et donc ces patients se trouvant de manière inopportune dans ces cabinets de garde devenaient une source de saturation et de tension entre eux, patients et professionnels de santé. De l'autre côté, on avait les centres 15 qui se voyaient parfois embolisés par les appels pour urgence odontologique. Et cette régulation, certes assurée au mieux par les régulateurs urgentistes des centres 15, n'était pas toujours, il faut bien le dire, efficiente, puisque finalement l'action du SAMU se résumait souvent à donner un simple conseil ou une adresse de cabinet de garde où ils pouvaient se rendre, ou alors à la limite un conseil antalgique. Donc fort de ce constat et de ce contexte, eh bien, les conseils de l'ordre des chirurgiens dentistes proposent une expérimentation au titre de l'article 51. Donc, expérimentation d'une durée de 2 ans portée par l'ARS dans 10 régions, enfin, donc les ARS, dans 10 régions et 26 départements, avec des financements de fonds d'investissement régionaux et de fonds pour l'innovation du système de santé. Donc, au final, projet qui vise à mettre en place un chirurgien dentiste régulateur à distance, les dimanches, jours fériés, de 8h à 16h, dans les départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, avec pour objectif d'améliorer les prises en charge des urgences dentaires et de faciliter la continuité des soins, de décharger les centres 15 des appels portant sur l'odontologie, de sécuriser l'activité de garde pour les chirurgiens dentistes et d'optimiser la répartition des urgences sur l'ensemble des secteurs de garde et enfin d'engendrer éventuellement des économies pour l'assurance maladie. Alors, quels étaient les impacts attendus? Impact d'abord en termes de services rendus aux patients. C'est une prise en charge individuelle, immédiate, par un médecin régulateur, donc dentiste, qui estime le degré d'urgence et la réponse à donner. Réponse adaptée, à savoir un conseil, un soin dentaire, des examens complémentaires, voire une réorientation. Le patient est reçu à heure dite dans un cabinet de garde proche de son domicile. Donc le temps d'attente est optimisé et on a remarqué effectivement diminution de l'agressivité, du stress, etc. Ça permet également d'éviter les rassemblements en période épidémique dans une salle d'attente et de rappeler les gestes barrières aux patients par SMS avant le rendez-vous.
Deuxième impact, un impact organisationnel sur les pratiques professionnelles. Bien sûr, on vise à augmenter l'efficience des soins grâce à une diminution du nombre de patients orientés en cabinet de garde et donc une augmentation du temps de traitement. Une coordination de la prise en charge grâce à une communication directe entre le chirurgien dentiste régulateur et l'effecteur de terrain. Une traçabilité des appels et une sécurité du praticien, une répartition équitable dans les secteurs de garde et des liens privilégiés avec les pharmacies de garde avec possibilité de téléprescription. Enfin, dernier impact sur les dépenses de santé puisqu'on attend une baisse du nombre de majorations pour intervention en garde. Alors finalement, comment on a conçu la formation de ces dentistes ? Nous avions donc 60 dentistes à former, avec pour objectif de maîtriser le logiciel de régulation médicale, réaliser un interrogatoire pertinent et identifier les signes de gravité, assurer différents niveaux de prise en charge par le chirurgien dentiste régulateur selon un organigramme décisionnel. Les modalités de formation, donc en amont de la formation, un guide utilisateur de notre logiciel de régulation a été envoyé aux dentistes et ils avaient pour prérequis de le consulter. Donc nous avons procédé à 6 groupes de 10 personnes et nous avons en fait mis en place le même schéma de formation que nous avions utilisé lors de la formation des renforts Covid pour la plateforme de délestage, à savoir des séances de 3h30 avec un atelier de prise en main du logiciel de régulation médicale, des simulations de cas. La salle de formation se situe juste à côté de la salle du CRA 67 et elle reproduit fidèlement l'environnement du CRA, essentiellement puisque c'est de la régulation à distance, donc l'environnement de travail n'était pas important, mais par contre, le logiciel de téléphonie et de régulation était fondamental. La formation renfort Covid avait aussi eu lieu dans cette salle et c'est une salle qu'on utilise très couramment pour la formation initiale et continue des armes. Qui faisait la formation? Encadrement bien sûr pluriprofessionnel avec donc 2 médecins régulateurs urgentistes, dont un enseignant CESU, des armes, dont un est devenu expert métier du logiciel de régulation médicale, et des superviseurs. Et pardon, oui, l'informaticien également qui était présent. Un organigramme décisionnel a été co-construit avec ARM, superviseur, chirurgien dentiste et médecin régulateur. Et nous avons aussi conçu ensemble les études de cas. Alors l'organigramme qui s'affiche là, pour être très synthétique, c'est l'ARM décroche un appel, vérifie le numéro de téléphone, la commune et élimine des signes de gravité. Il met l'appel dans une salle d'attente, le dentiste va rappeler le patient, compléter le dossier, réaliser son interrogatoire et selon les cas, donner un conseil ou un rendez-vous en cabinet via un logiciel de planning. Si le dentiste repère des signes de gravité ou qu'au final, le motif ne relève pas des urgences dentaires, il recontacte le 15 et l'appel est rebasculé au médecin régulateur urgentiste. Le dentiste finalise et clôt son dossier de régulation médicale. Et nous avions aussi donné comme ressource à l'issue de la formation qu'en cas de problème donc, chez eux en régulation à distance, ils pouvaient à tout moment appeler le superviseur en salle. Pour ce qui est de l'évaluation de la formation, donc d'abord la satisfaction. Alors, ils étaient plutôt satisfaits. Ils ont apprécié la présentation du logiciel et la reproduction authentique de l'environnement. Le rythme de progression de la formation, la capacité d'écoute et la pertinence des réponses des formateurs, la pédagogie de la découverte et l'interaction avec les armes. Dans les axes d'amélioration, ils ont trouvé ça évidemment trop court. Ils auraient aimé plus de temps de pratique sur le logiciel et plus de simulation de cas. Certains auraient même aimé revenir plusieurs fois en salle. Et on a constaté, à la différence de la formation renfort Covid, que pour les dentistes, il y avait plus de difficultés sur la maîtrise du logiciel que sur les interrogatoires et la reconnaissance des signes de gravité.
Après la formation, nous avons échangé avec eux à plusieurs reprises et voici un peu les écueils qui nous sont revenus. Alors, ils ont dit avoir au départ eu beaucoup de difficultés à retrouver leur dossier parmi tous les dossiers de régulation. Certains ont eu des problèmes de connexion avec le logiciel de régulation médicale dus à d'autres navigateurs ou simplement des problèmes de résolution d'écran. Ils avaient pas mal de difficultés au départ à compléter, finaliser les dossiers, voir quelle partie ils devaient remplir, qu'est-ce qui relevait de l'ARM, qu'est-ce qui relevait d'eux. Difficulté aussi de classement des dossiers de régulation médicale en rendez-vous R3 ou juste en conseil R4, avec des problèmes de traçabilité, puisque quand ils donnent un rendez-vous en fait sur leur logiciel de planning, ils sont obligés de tracer ce rendez-vous dans le logiciel de régulation médicale, et souvent ils oubliaient de le faire. C'est un peu Et puis il y a ce problème de double saisie qui est toujours un petit peu chronophage. Un point qui les inquiétait beaucoup, c'est quand ils arrivaient le dimanche matin, ils avaient un certain nombre d'appels de la nuit ou même de la veille à rappeler, et ça les stressait beaucoup. Donc voilà, on a pu rééchanger sur ce point avec eux. Certains écueils aussi parce que certains dentistes s'étaient trompés dans l'orientation sur le secteur géographique ou avaient oublié de prévenir l'effecteur de terrain. Et puis aussi, ils finissent à 16h. Donc à 16h, certains se déconnectaient en laissant en plan les demandes qui étaient encore en cours, qui revenaient donc aux médecins régulateurs urgentistes. Alors, quelles sont les remédiations que nous avons mises en place? Oui, il est énervé. La mise en place simplement pour retrouver les dossiers d'un filtre dentaire. Voilà, en fait, c'est un icône avec une dent, tout simplement. Pour finaliser et classer les dossiers, on les a mis souvent en contact avec les superviseurs. On a organisé aussi des temps d'échange avec les médecins régulateurs urgentistes formateurs. Ils ont eu l'idée de créer entre eux un petit formulaire type Google Form, rapide à remplir, où ils mettaient en fait leurs difficultés ou les petits trucs et astuces qui leur facilitaient la régulation, et ils l'ont partagé entre eux. Alors, il faut reconnaître que quand même, nous avons été un petit peu pressés par le temps, l'ARS voulant mettre en place rapidement cette expérimentation. Mais avec le recul des mois écoulés et les difficultés remontées que nous avons traitées ensemble au fil de l'eau, on s'est dit qu'il serait effectivement bien de consolider la formation en reproposant des simulations d'appels en salle de formation et aussi dans le but de renforcer le partenariat ARM chirurgien-dentiste et aussi chez eux, in situ, puisque une fois qu'ils se retrouvent chez eux, ils sont un petit peu isolés. Enfin, là, nous avons fait une demande d'interfaçage de leur logiciel de prise de rendez-vous de planning médical avec notre logiciel, ce qui permettra tous les écueils de la double saisie. Alors, et ensuite, finalement, on se rend compte, on a utilisé cette formation pour les renforts Covid sur la plateforme de délestage. On a fait le même principe pour les dentistes et finalement, on se dit que cette formation, elle est à décliner sans modération, avec tous les professionnels finalement pouvant s'intégrer dans un centre de régulation. Et c'est bien un peu le sens que prennent nos SAMU en évoluant vers des SAS, un service d'accès aux soins. Et donc, nous réfléchissons d'ores et déjà à intégrer des professionnels de santé issus des filières gériatriques, périnatales, psychiatriques, des centres antipoison, etc., etc., et de les former un peu de la même manière. Merci pour votre attention. Merci de votre présentation. Au vu du timing, nous allons enchaîner du coup sur le regard croisé, présenté de nouveau par Blaise Debien, du coup en réponse à une situation sanitaire de crise. Bon, rebonjour. Donc, j'ai eu ce délicat sujet à présenter, d'accord. SSE, c'est pas forcément
mon truc, mais en fait, l'idée que l'on avait sous-jacente, c'était de présenter un peu les annexes, enfin pas les annexes en faisant le catalogue des annexes, pas du tout, mais comment finalement il fallait les penser aujourd'hui et comment on pouvait avoir décliné en tout cas une stratégie sur, par exemple, un territoire, pour les rendre applicables, car il existe finalement des freins, et les freins, il va falloir les surmonter. Alors, se former ensemble pour mieux travailler ensemble, je crois que la crise sanitaire a bien montré qu'on avait été capable, de toute façon, de surmonter cet événement-là. Et c'est vrai que ça ne s'est pas fait en uniprofessionnalité, ça s'est fait en pluridisciplinarité et en pluriprofessionnalité. Alors, attendez, je change mon petit truc. Ça lui sert comme ça. Oui, alors ça a été un engagement. Donc, petit rappel. Et on peut féliciter ici finalement tous les représentants des CESU de France qui se sont engagés à côté des professionnels de santé et des établissements pour répondre à notre crise sanitaire que nous avons bien sûr vécue, qui reste toujours plus ou moins présent et qui a bien déstabilisé quand même notre établissement, nos établissements publics. Alors oui, en effet, les CESU ont répondu. On aurait pu imaginer que ces CESU aient disparu dans le flot, et pas du tout. Et lors du confinement, on avait quand même 63% des CESU qui étaient là, présents, en activité. Et puis, lorsque la période de déconfinement est arrivée, autour du mois d'août, et bien, autour du mois de juillet, juillet-août, on avait une reprise progressive, même l'été. Et puis jusqu'au mois d'août, où on a eu donc quasiment une grande majorité de nos CESU qui avaient repris leur activité pour répondre à la demande institutionnelle au service de nos patients, à savoir se protéger, les soigner. Donc bravo, bravo CESU. Donc une grande résilience, capacité de résilience de nos CESU. Deuxième élément, c'est qu'on a vu, bien entendu, qu'il y a eu un impact, bien sûr, sur les CESU, qui étaient plutôt les CESU de l'Est, qui ont diminué leur activité. Mais on voit que finalement, ceux qui ont été moins impactés ont augmenté, au contraire, leurs activités. Et ça, c'est plutôt l'Ouest de la France qui a répondu présent, bien engagé dans les établissements, et que ce soit les CHU, que ce soit les CHG. Donc, on a une grande capacité d'adaptation et de réponse. Merci aux CESU. Merci à eux. Alors, quel type de formation? Les formations, elles étaient, tout était déstabilisé dans nos pratiques, nos manières de nous protéger nous-mêmes. Mais disons que ça a répondu à des demandes qui étaient demandes qui venaient directement de nos services. Et c'est vrai qu'on vient de le citer tout de suite dans le cadre de la régulation. Il a fallu répondre, il a fallu former des externes en quantité industrielle pour répondre, et très rapidement. Il a fallu, bien sûr, protéger nos équipes devant quelque chose qui était le domaine de l'incertitude tout de même, parce qu'on n'était pas si formés que cela avant. Et donc il a fallu faire des formations in situ, il a fallu sortir même de nos CESU, il a fallu même faire changer nos CESU, les transformer en quelque sorte. On a vu même des CESU devenir des annexes de la régulation, mais on faisait encore des formations, et des formations à l'habillage, des habillages en même temps. Donc on a vu la formation bien sûr aux arrêts, ça c'était notre pain quotidien. Et on voit donc que nous sommes engagés, et engagés non seulement chez nous, mais au sein des unités de soins. Donc oui, les CESU ont été bien présents et se sont bien engagés dans la réponse sanitaire. Alors il a fallu aussi innover. On n'était pas habitués, mais si on est habitué finalement, nous, intrinsèquement, à innover, à nous adapter. Et c'est bien finalement notre racine de départ, la manière dont on est fabriqué. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a fabriqué des tutos, par exemple. On a fait de l'e-learning. Et l'ANCESU aussi a répondu, là, présent, et vous rendre accès des outils qui étaient vos outils, qui étaient mis en ligne et qui ont pu être redistribués et utilisés sur l'ensemble du territoire. Alors ça a été des tutos, on s'est adapté aussi, on a eu de nouveaux publics, et en particulier, il a fallu former des préleveurs,
des gens finalement de la société civile. Ça faisait longtemps qu'on ne faisait plus de secourisme. Donc il a fallu se remettre à former des secouristes. Comment former des secouristes? Ah, dis donc. On a changé nos paradigmes un peu quand même. Avec bien sûr des plateformes numériques qui elles-mêmes se sont adaptées. On savait faire de la simulation, on a continué à faire de la simulation dans nos sujets les plus principaux, mais aussi dans d'autres sujets qui n'étaient pas forcément nos zones de confort en quelque sorte. Aller faire de la formation en réanimation, ça a été une chose quand même je dirais, c'était pas de nos habitudes. Dans nos services d'urgence, oui, on y allait, on faisait des formations in situ. Mais dans les services de réanimation, moins sûr. Eh bien oui, les CESU, ça c'est le bilan d'ailleurs 2021, merci Julien. Nombre d'apprenants, 5100 personnes formées l'année dernière dans le domaine donc enfin, des formations Covid. Vous voyez que on est incontournable aujourd'hui dans nos établissements de santé. Et il y a eu l'annexe 12 qui s'est finalement imposée à nous. Imposée à nous, non, puisque finalement c'était ce qu'on avait déjà commencé à réaliser, à faire dans nos établissements. Mais les textes sont arrivés là pour nous donner un peu un cadre réglementaire. On est dans le domaine qui est dans le domaine pluriprofessionnel. Là, on est sur des formations qui sont des formations in situ. On est sorti finalement de nos cadres habituels, nos zones de confort, et on s'est plongé dans les services de soins. Alors, comme le disait Isabelle, lors d'un webinaire, on a eu aussi des bénéfices secondaires. Bénéfices secondaires, c'était une reconnaissance de nos compétences. Ça, c'était pas mal. C'était le développer des travaux collaboratifs avec des personnes avec qui on n'avait pas l'habitude de travailler. Et puis, on a fait émerger aussi des nouvelles vocations. Et ça, c'est important. On a eu de nouveaux agents qui sont venus vers nous, qui ne venaient pas forcément du monde de l'urgence, et qui ont frappé à notre porte, voulant finalement contribuer, travailler avec nous, collaborer avec nous. Alors, tout ça pour m'amener finalement aux annexes. Donc maintenant, il y a 12 annexes. D'accord. C'est une histoire un peu compliquée quand même. Faut dire, c'est pas simple à mettre en musique. Nous, on aime bien faire des mariages, en tout cas dans le sud, du côté de Montpellier. Donc on est en train de faire des mariages entre les annexes, par exemple 3, 4, 5, ou les annexes NRBC, en disant finalement, on fait des formations de 2 jours, au lieu de faire une multiplication, puisqu'il y avait pas mal de redondances. En tout cas, une chose, quand on lit les textes, on est bien dans le domaine de l'interprofessionnalité et l'interdisciplinarité. Et ça, c'est une notion importante. On y a répondu, mais vous voyez que finalement, il y a des freins. D'accord ? Il y a des freins qui sont liés au fait que, c'est vrai, finalement, former nos agents à l'arrêt cardio-circulatoire, c'est ce qu'on fait tous les jours. Donc finalement, former pour des choses qu'on fait tous les jours, on sait faire. Former pour des choses qui sont exceptionnelles, vous allez me dire maintenant, avec le Covid, pas si exceptionnel que ça, mais en tout cas dans les autres domaines, pas évident, quoi. C'est pas forcément notre pain quotidien. Voilà. Donc, mais malgré, donc ça, c'est un frein. C'est un frein aussi par l'institution, parce que, bon, certes, il y a eu le Covid, mais nos institutions aussi développent des freins en disant, non, mais attends, là, j'ai besoin de personnel dans mon service, je ne vais pas envoyer les gens en formation pour le risque NRC. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ce qui fait qu'on propose des journées de formation, on n'a pas d'apprenants, mais inversement, on propose des formations, on peut avoir des apprenants, mais on a un problème finalement de formateurs. Parce que finalement, il y a des résistances de la part de nos formateurs. Mais malgré cela, eh bien, on a quand même l'année dernière, merci Julien, formé 4320 personnes aux annexes SSE. Vous voyez que finalement, c'est un très beau travail des CESU de France, malgré finalement tous ces freins dont je viens de parler. Ouais,
On a dit qu'on était expert en pédagogie. On a dit qu'on était aussi crédible parce que tous les jours on régule, parce que tous les jours on soigne des patients dans nos services d'urgence dans un monde qui s'appelle le monde de l'incertitude. Ok, très bien, nous sommes crédibles. Oui, nous sommes crédibles, mais dans des sujets qui sont les sujets NRC par exemple, ou même REB ou autres, vous voyez qu'on a besoin finalement aussi de travailler avec des experts, avec des collègues. Et on a besoin finalement de mettre de l'interdisciplinarité dans nos formations. Et c'est la raison pour laquelle il faut évoluer vers finalement des formations en binôme pour tout simplement permettre que ces formations existent et vivent. Et il va falloir travailler en réseau. Réseau, bien sûr, naturellement avec nos amis de la CUMP, d'accord ? Réseau avec les réseaux par exemple, de prise en charge des polytraumatisés, des traumatisés sévères. Nous, en Occitanie, on va développer cette formation, on la teste la semaine prochaine, avec justement des équipes qui ne sont pas forcément, je dirais, ceux que l'on rencontre tous les jours, d'accord ? Mais avec eux, on a mis en place cette formation, donc SSE 3, 4, 5, et je pense qu'elle aura un très beau succès. Bien sûr, avec les équipes REB, bien sûr avec nos collaborateurs de tous les jours dans le domaine SSE, à savoir les pompiers, à savoir l'armée. Ils ont une expertise, il faut aller chez eux chercher aussi leurs expériences et les ramener vers l'hôpital. Et bien sûr dans une coordination qui est une coordination régionale, autour bien sûr de l'ARS, autour des universités et autour des établissements de référence régionaux. Ben oui, c'est un nouveau terme, il va falloir vivre avec. Alors, pour ne pas conclure, les CESU ont pu donc démontrer leur capacité de résilience, premier point. Deuxième point, montrer qu'ils étaient incontournables dans la formation et dans la résilience aussi de nos établissements aux agressivités. Innover pour performer, on l'a montré aussi. Leurs expériences de formation interpro sont un atout, sont vraiment un atout pour la formation au risque collectif. Mais n'oublions pas que nous avons une expertise dans le domaine de l'urgence et bien sûr de la pédagogie, mais qu'il va falloir travailler en réseau avec nos collaborateurs. Donc on ne fait pas forcément ces formations SSE tout seul, si tout simplement on a envie de les réaliser, de les faire, qu'elles se pérennisent et qu'on réponde finalement aux exigences aujourd'hui de notre société. Voilà, je vous remercie. Merci Blaise. Devant le temps imparti, il va être difficile de vous donner le micro. Je voulais vous remercier pour la présentation du coup de vos regards croisés qui ont illustré finalement les 4 compétences en lien un peu avec le modèle Team Steps dont nous avons vu ce matin. La communication, le leadership, le monitoring de situation et le soutien mutuel, ainsi que du coup le nombre d'expériences croisées en travaillant avec d'autres professionnels de santé. Et du coup qui rejoint aussi un petit peu finalement cette double compétence que l'on porte fort à l'ANSESU, qui est finalement enseigner ce que je pratique et pratiquer ce que j'enseigne, puisqu'il est aussi important de se rapprocher des experts du terrain pour pouvoir développer des formations en interprofessionnalité. Merci à tous.